À tous, bienvenue sur l'entrepreneur Lifestyle, Thierry #Henry. Aujourd'hui, donc, on va parler d'Amazon FBA, d'Amazon en général. J'ai donc un expert qui va parler d'Amazon FBA, précisément donc ce qu'on appelle private label, donc label privé, et une version variée, on va dire ce que lui a appelé EPL. Donc c'est un private label plus, on va dire plus. Donc je te dis tout. Après, on va remercier le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Donc de retour avec Quentin Bonte, qui n'est pas l'expert le plus connu, mais je pense qu'il va le devenir, j'espère. Il a vraiment plein d'informations à nous donner. Il a beaucoup d'expérience puisqu'il a commencé il y a déjà plus de 10 ans, 6 ans sur Amazon, mais avant il faisait déjà de l'e-commerce. Qui est jeune, qui a 33 ans, donc il va nous donner plein d'informations. Je te donne déjà le lien si tu veux aller voir ce qu'il fait sur Amazon, amzacademy.fr, donc amzacademy.fr. Et en même temps, je te mettrai tous les liens dans le show note pour aller sur son groupe Facebook, sur sa formation que j'ai précisé dans l'épisode, mais qui est que tu peux te faire financer, enfin te payer par ton compte CPF, si tu as des comptes, tu as travaillé pendant au moins 1 ou 2 ans, ou même 3 ans, donc tu as peut-être des comptes, pourquoi pas financer comme ça, surtout qu'actuellement c'est une période où on est confiné, on a un peu le temps pour se former et apprendre, donc voilà. C'est un business, c'est comme tu sais, Amazon actuellement fait toujours un carton. On parle d'Amazon matin, midi et soir. On y est tous pour consommer et acheter. Donc voilà, c'est la plateforme où il faut être, que ce soit à temps plein ou pour une partie de son business en ligne. Voilà. Moi, comme tu vas l'entendre, je l'ai déjà dit, donc je me suis lancé dessus. Enfin, on est en train de valider un certain nombre de choses. Mais donc ça va être fait, donc je t'en parlerai un peu plus souvent. Peut-être que j'inviterai plus souvent Quentin ou aussi Julien, que j'ai déjà invité il y a quelques temps. Voilà, ou d'autres coachs Amazon pour t'aider à toi aussi à obtenir de l'indépendance financière. Donc je te dis tout tout de suite avec Quentin. Salut Quentin, comment tu vas? Salut, ça va Thierry et toi? Oui, très bien, merci. Ouais, T'es merci confiné pour toi ton aussi? invitation. Ouais, ouais, on est tous en mode confinement, télétravail, on s'adapte. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais on continue quoi. Ça va pour nous, il n'y a pas une grande différence, c'est qu'on travaille déjà en ligne, donc c'est pas gênant. C'est l'un des grands avantages de ce type de business, c'est que on arrive quand même à traverser les tempêtes et à passer au travers de tous ces problèmes-là. Et vraiment, peut-être on en reparlera plus tard, mais c'est vraiment l'un des gros avantages de ce business. C'est vrai qu'on arrive quand même à passer entre les mailles du filet et puis à subsister. Ben, surtout quand on est sur Amazon, ça tombe bien parce que là on va parler d'Amazon, donc je Ouais. l'ai déjà dit en intro, mais donc tu es un peu moins connu que certains qui font beaucoup de vidéos et beaucoup de contenu, mais en fin de Ouais. compte tout aussi intéressant parce que je l'ai dit sur une vidéo, donc mon frère a pris une formation auprès de toi, donc il en parle beaucoup, donc moi j'ai la chance de savoir ici, donc je vais te poser plein de questions, même si donc moi c'est plus la partie, on va parler donc plus de private label et de ce que toi tu appelles EPL. Je vais te laisser donc de le dire après. On va juste après détailler pour ceux qui ne connaissent pas Amazon et que je ne vais pas renvoyer sur le podcast rapidement, donc les différents niveaux de vente, que ce soit private label, online, enfin, tout ce qu'on peut faire sur Amazon. Et puis ensuite, on va développer à fond le private label, ce que tu conseilles, je pense que tout le monde conseille. On a compris que, un peu comme dans l'affiliation, il y a une partie où vraiment, il y a 4-5 ans, c'était facile. Et puis, il faut maintenant se professionnaliser, on va dire, être Ouais, meilleur et faire des choses propres, être un vrai businessman, pas juste quelqu'un qui saisit l'opportunité. Et qu'Amazon évolue, donc il faut évoluer avec Amazon. ouais, c'est exactement ça en fait. C'est que avant, on pouvait se lancer assez rapidement en faisant un peu l'amateur, en étant un peu amateur. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il faut se professionnaliser, il faut surpasser la concurrence et ça demande des efforts, ça demande de connaître un peu les techniques et ça demande d'aller encore plus loin, de faire toujours plus pour se différencier et puis pour vraiment monter un business viable, rentable et qui soit pérenne. Donc, c'est vraiment Ben, très important. On aura l'occasion d'en discuter, tu vas effectivement. nous aider, donc avant ça, je vais quand même faire les choses bien. Je vais te laisser te présenter, donner donc bien le contexte, qui tu es et pourquoi donc il faut qu'on t'écoute et pourquoi il faut qu'ensuite on aille prendre ta formation. Surtout que, je précise tout de suite, parce que donc nous on l'a appris avec le CPF, si je dis bien le bon nom,
C'est Voilà. ça, Donc, ouais, CPF. Ouais. ceux qui ont bien travaillé, qui ont été des bons salariés, qui en ont marre, qui veulent quitter la retraite, ils prennent leur point, parce que souvent, moi, pareil, j'en ai pris une formation à part en SEO, et là, ça traînait, et en fin de compte, j'ai vu que j'avais quand même des points, donc bah, j'ai pris une formation. Donc voilà, je te laisse te présenter. Ouais, alors bah écoute, mon nom c'est Quentin Monte, donc j'ai 33 ans et ça fait à peu près 10 ans que je vis de la vente sur Amazon FBA. Alors si je dois reprendre un peu la genèse de mon projet et mes débuts, moi je suis issu en fait d'un bac ES, hein, économique et social, tout à fait classique. J'étais assez moyen comme élève, un peu fainéant sur les bords. Et puis j'ai fait un DUT derrière technique de commercialisation, donc plutôt pour devenir commercial ou technico-commercial. Et c'est un DUT donc qui a duré 2 ans. Et à la fin de mes études, si tu veux, j'étais pas trop branché sur les études supérieures. J'avais très vite envie de me lancer sur un business et puis de lancer mon entreprise. Ça, c'est un rêve qui remonte d'assez loin, aussi loin que je me souvienne. Ça remonte peut-être au début de mes années lycée, donc c'est assez tôt et assez prématuré comme projet. Et donc, à la fin de mes études, je décide tout simplement de me lancer, de lancer un site e-commerce. Donc là, on est en 2007 à cette époque-là. Et 2007, c'est le lancement de l'iPhone. Le lancement de l'iPhone par Apple. Donc, et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire parce que le smartphone, c'est plus le petit téléphone où tu joues à Snake et t'écris des SMS où tu appelles tes parents ou tes amis. C'est devenu vraiment un accessoire à part entière et un accessoire qu'on va habiller, qu'on va accessoiriser, etc. Donc là, je décide de me lancer et puis je lance ma première boutique sous Magento. Donc ça, c'est un CMS. Hein. Ah, Magento, Euh, t'es quand même costaud. Magento, c'est pas rien. C'est quand même ouais, costaud. Magento, c'est pas rien, mais tu vois, c'est un peu mes défauts, mais peut-être on en rediscutera plus tard. C'est que Magento, je me suis lancé dès le début, j'ai fait quelques recherches sur Internet et puis voilà, quelle est la meilleure solution pour lancer son site e-commerce, la solution la plus puissante. Et puis je suis tombé sur Magento directement et voilà, au lieu de prendre étape par étape, je me suis lancé direct sur le gros truc, le SCMS e-commerce par excellence. Donc voilà, j'ai lancé ma boutique là-dessus, donc dans les accessoires de téléphone et ça marchait plutôt bien. Voilà, il travaille. Et comment tu t'as, enfin, parenthèse, mais comment t'avais le trafic? Tu faisais quoi? Plutôt du Ah bah, Google? ouais, c'était Google, référencement naturel. À l'époque, c'était à l'époque, hein, mais il suffisait de faire, tu sais, des référencements dans les annuaires avec une petite description de 100 mots ou 200 mots, et puis tu étais référencé, tu gagnais en référencement. Maintenant, c'est plus le cas, hein, Ouais, de toute façon. Du SEO à l'ancienne avant d'avoir Ouais, les pandas et les. voilà, voilà, tous les algos qui sont sortis, les pandas et j'en passe. Hein, depuis, il y en a eu d'autres. Mais effectivement, à l'époque, c'était tellement facile de ranker sur Google et puis de se positionner. Voilà, j'ai fait un peu de Google Shopping. Alors, c'était peut-être plus tard parce que je suis pas sûr. Je me rappelle plus quand est-ce que c'est arrivé en France exactement, Google Shopping. Mais voilà, c'était principalement référencement naturel, un peu de AdWords à l'époque aussi, sur des mots-clés stratégiques. Mais voilà, après, il y a aussi eu du bouche à oreille et puis le fait est aussi que je vendais des marques qui étaient assez demandées à l'époque et qui comment dire, qui décollaient un peu dans ce domaine-là. Donc voilà, ça fonctionnait plutôt bien, ça fonctionnait plutôt bien. Et puis après, ben, je me suis lancé parallèlement sur eBay parce qu'à l'époque c'était aussi la marketplace, the place to be à peu près, si on peut dire, sur laquelle on pouvait vendre les produits. Bon, maintenant ça a bien changé. Amazon est venu bien après eBay. Je crois que c'était à peu près en 2014 ou 2013 que je me suis lancé sur Amazon véritablement. Et là, vraiment, j'ai découvert un autre univers. C'est vraiment du high level par rapport à eBay. Euh, et Ouais, j'ai c'est travaillé bizarre, également. t'as mis un peu de temps parce que Amazon Ouais. était déjà là depuis un bout de temps, mais enfin, en 2007, c'était moins présent, mais c'était déjà là, mais euh, comment ça que t'as mis autant de temps pour arriver sur Amazon? Bah écoute, je saurais pas te dire parce qu'avec le recul, je me dis mais comment j'ai fait pour mettre autant de temps, tu vois? Donc c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on se dit mais c'est insensé, tu vois? Commencer par eBay et puis se lancer un peu tardivement sur Amazon. Non, eBay, c'est normal parce qu'en 2007, c'est vrai que c'était eBay. Mais Ouais, ouais. peut-être que c'était peut-être tellement bien en termes de finances, je te dis, bon, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, et tu juste faisais Ouais, pas j'étais dans attention. mon petit truc, tu vois, je lançais ma petite boîte, j'étais bien, je me commençais à me dégager un revenu suffisant, tu vois, donc j'étais tranquille. C'est vrai que
je pensais pas à l'époque à scaler le business et puis à aller voir ailleurs, tester d'autres marketplaces. Et c'est vrai qu'Amazon, c'est venu un peu comme ça sur le tard. Je me suis inscrit un jour et puis j'ai dit, bon, bah, écoute, je vais faire un test. Et c'est vrai que très vite, ça a décollé, quoi. Très vite, ça a décollé. Amazon, c'est devenu une machine à cash qui est assez impressionnante. Mais je faisais quand même 90% de mon CA sur eBay et sur le site e-commerce que je gérais moi-même. Hein, donc, je préparais mes petites commandes chez moi avec ma petite douchette, tu vois, mon petit stock. Voilà, il faut commencer. Il faut bien commencer quelque part en tout cas. Et c'est vrai que voilà, j'ai commencé comme ça et j'étais bien dans mon petit truc et je pensais pas trop à scaler, tu vois, et à développer mes activités ou à chercher d'autres marketplaces. Donc c'est pour ça peut-être que Amazon c'est devenu un peu tardif, quoi. Mais ce qui est pas si mal, parce que par rapport à d'autres que j'ai interviewés ici, que tu connais, et même d'autres qu'on connaît, c'est que toi, tu as appris, et ce qui est pas très mal, tu as appris ce qu'on appelle le SEO et le web marketing hors Amazon, parce que souvent, Ouais. il y en a qui veulent le côté lifestyle, ils ont raison, hein, c'est bien d'être sur FBA, mais on est un peu dépendant. Et certains commencent directement par Amazon FBA, ne veulent pas se saouler, ils font que ça, et donc ils sont pas dépendants, parce qu'ils ont des compétences. Si on sait faire du listing, on sait faire tout ça, on apprend des choses. Mm. Mais on est à 300% dessus, et si demain il y a un pépin, ce qui peut arriver, même derrière moi, j'ai reçu un mail d'Amazon qui me disait qu'on n'avait plus le droit d'envoyer du stock, bon, on est dépendant. Toi, tu sais faire les deux. Tu sais sortir et aller envoyer le trafic différemment. Ouais, et en plus, travailler le SEO sur Google, c'est quand même une école parfaite et une école incroyable pour travailler le SEO sur Amazon aussi. Tu vois, D'accord. donc tout est lié. On peut Mm. travailler le SEO sur Google. Quand on a compris un peu comment marchait l'algorithme Google, on commence à comprendre l'algo A9 d'Amazon, tu vois. Donc, c'est important parce que vendre sur Amazon, c'est assez facile de lister un produit, de faire une annonce, mais comprendre la stratégie SEO et comprendre comment l'algo d'Amazon fonctionne, c'est une autre histoire, tu vois. Et c'est là que ça m'a peut-être servi, comme tu dis, à travailler mon référencement et à comprendre cet aspect-là dès le début. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé dès le début à vraiment faire d'Amazon une marketplace majeure dans mon business. D'accord. Bon, bah, maintenant qu'on a compris que tu es l'expert, donc les gens sont rassurés. Donc, tu vas nous faire juste un petit récap, parce que donc, bon, on est en 2020 avec on va dire, l'e-commerce évolue. Donc, des différents moyens de vente sur Amazon. Et ensuite, on va donc aller directement sur les conseils que tu vas nous donner pour le private label et ce que tu appelles toi le EPL. Ouais. Alors, sur Amazon, ouais, effectivement, il y a différentes stratégies et elles sont assez nombreuses. Bon, déjà, tu peux considérer le petit business personnel, le fait de revendre tes affaires personnelles, tes biens personnels d'occasion sur Amazon, c'est tout à fait possible. Même si c'est pas vraiment la marketplace à privilégier quand tu fais ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en Ouais, 2016. Mais à un moment, tu es juste à court de stock, tu as vendu tout ce que tu avais chez toi et tu n'as plus rien à faire, quoi. ah bah oui, c'est sûr que quand tu as vendu la moitié de ta maison, enfin la moitié des objets qu'il y avait dans ta maison, c'est vrai qu'après, tu te retrouves un peu à court de stock. Mais Mm. il y en a qui commencent comme ça et c'est peut-être un apprentissage vraiment important parce que ça permet quand même de comprendre les bases de la vente sur Amazon. Voilà, la Ça permet création aussi d'un de te compte. rassurer, de dire que ça marche. Et surtout que moi, pourquoi j'ai j'ai vite shifté, c'est qu'au début, j'allais à la poste tous les jours, ça m'embêtait, enfin, ou tous les 2 jours. Et à un moment, j'ai dit, je vais tout envoyer en stock chez eux, et c'est plus Ouais. simple. Et là, je me suis dit, FBA, c'est magnifique. Ah oui, mais c'est sûr. Ouais. Je ne sais pas si on en reparlera plus tard. Enfin, je pense, hein, mais c'est vrai que là, c'est toute la force d'Amazon et c'est là où ils ont pris une avance énorme sur les autres marketplaces. Après, bon, il y en a certaines qui ont suivi, mais elles ont quand même encore un train de retard par rapport à Amazon. C'est vrai que c'est toute la logistique d'Amazon qui est vraiment assez impressionnante et qui est surpuissante. Et ça, vraiment, pour les vendeurs, pour les e-commerçants, c'est quelque chose d'énorme. Euh, Ça se permet vraiment de s'affranchir de toute la logistique et de passer vraiment par des professionnels, une logistique qui est vraiment à toute épreuve, qui fait de l'innovation aussi, parce qu'Amazon est vraiment en phase avec les nouvelles techniques, avec de nouveaux moyens de transport aussi. On peut parler du drone, enfin, il y a plein de sujets qu'on peut évoquer, mais c'est vraiment important. Mais pour revenir en fait sur les stratégies, les différentes façons de vendre sur Amazon, tu as aussi deux stratégies qui sont assez connues et qui font pas mal parler d'elles en ce moment. C'est le retail arbitrage, l'online arbitrage, qui sont des stratégies qui consistent quand même à acheter des biens neufs dans des magasins ou sur Internet et à les revendre plus cher sur Amazon. Ouais. Donc là, c'est des stratégies qui sont aussi des points d'entrée, je dirais, sur la marketplace, qui permettent de se faire la main.
Et après, bon, on utilise différents outils qui permettent vraiment d'aller scanner les produits, que ce soit dans les magasins tels que Action, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, Action. Costco, Ouais, je suis d'accord. voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et sur le online arbitrage, tu as aussi des tools qui te permettent de scanner un peu toutes les offres qu'il y a sur Internet et puis de voir si tu peux arriver à vendre sur Amazon un peu plus cher et dégager une marge suffisante. Mais Voilà, c'est du donc boulot là, parce il faut scanner beaucoup de produits. Il faut ouais, vraiment. c'est énorme. Après, je sais qu'aux États-Unis, il y a des gens qui vivent de ça, qui vivent exclusivement de ça. Mais bon, c'est un business model aux États-Unis qui est différent et qui est peut-être un peu plus avantageux du fait de l'offre et des promotions qui sont beaucoup plus agressives dans ce pays. En France, c'est un peu plus compliqué. Il faut se déplacer, comme tu le dis, pour aller scanner les produits, comparer les prix avec Amazon et voir un peu si tu peux arriver à vendre et puis à dégager un peu de revenus. Mais c'est vrai que ouais, ça demande énormément de boulot, ça demande des déplacements. C'est un peu chronophage et ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Donc Qu'est-ce que tu as d'autre? ensuite, Ouais. non, bah après c'est bon, je pense que les gens ont compris. Moi j'en ai déjà parlé, en plus je mettrai des liens vers des vidéos que j'ai faites dessus. Donc après, donc qu'est-ce que tu conseilles par rapport avant donc de faire du private label? Donc si tu vends des produits enfin juste simplement en fonction des produits classiques, on va dire, hein, que tu sources en Chine et que tu vends, qu'est-ce que Ouais, tu ouais. Après, il y a un risque. On peut faire de l'achat-revente simple sur Amazon, trouver des fournisseurs sur des grandes marques ou non, d'ailleurs des produits similaires ou non. Mais c'est vrai que ça présente un risque dans le sens où Amazon est de plus en plus difficile à aborder du point de vue des marques, si tu veux. Récemment aussi, des contrats de distribution exclusifs qui prennent en compte, c'est-à-dire que tu peux tout à fait vendre un produit qui est parfaitement authentique sur Amazon. Tout le problème, c'est que tu n'es pas autorisé à le vendre, en fait, si tu n'es pas un revendeur agréé. Et là, ça peut te causer des problèmes. Donc, au niveau des marques, c'est vrai que tant que tu ne maîtrises pas ce processus et que tu n'as pas créé ta propre marque, tu as toujours un risque de te faire éjecter soit ton listing, soit carrément ton compte vendeur. Et ça présente un risque qui est quand même pas négligeable, surtout que quand tu es suspendu, faut le rappeler, mais tu n'es pas censé avoir un second compte vendeur, tu n'es pas censé en ouvrir un autre, parce qu'Amazon a les moyens de détecter ces pratiques-là. Et voilà, ça peut être problématique de retourner sur la marketplace et ça peut mettre à sac ton business de manière définitive sur Amazon en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être très propre et qu'on parle rarement en fin de compte de black hat sur Amazon, même si ça doit exister, parce que j'ai déjà entendu des trucs pour récupérer Ah les oui, mails. ouais. Mais comparé à Google ou Facebook, enfin ce qu'on appelle j'ai oublié le terme, enfin les 4 gros ou les 5 gros, il y a Les toujours du black GAFA. hat. Ouais, les GAFA, il y a toujours du black hat chez eux, mais chez Amazon, on n'en parle pas trop. C'est-à-dire qu'ils Ouais, sont tellement stricts qu'il faut vraiment faire attention, sinon bah, t'es banni, quoi. ouais, le Black Hat, il existe sur Amazon. Ça, faut pas se le cacher. Il y a des techniques, il y a des communautés qui passent un peu sous les radars, mais elles existent bien. J'en fais partie, donc je sais de quoi je parle. Ça ne veut pas dire que je les utilise, mais moi, voilà, je considère que pour être un bon vendeur, il faut aussi connaître ces techniques-là. Non, mais c'est Pour comme en SEO, comme tu dis, Ouais, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que des fois, pour éviter de faire des bêtises, c'est bien d'apprendre, de savoir ce qu'est le black hat pour ne pas les faire. exactement, Mm. exactement, exactement. Et Que ce puis soit en pour contrer SEO, que ce soit aussi. sur Facebook, et pour Ouais. contrer aussi, ouais. Je te laisse finir. Pour contrer aussi la concurrence, parce que des vendeurs Black Hat sur Amazon, il y en a des centaines, des milliers, qui soient asiatiques, américains, même européens aussi, ça existe, mais c'est beaucoup moins développé. Surtout en Asie, c'est vraiment quelque chose qui est hyper développé. Et du coup, c'est vrai que ça peut représenter un risque pour les autres vendeurs. Et il faut connaître ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre des choses en place pour contourner ces pratiques-là et puis les surpasser, quoi. Donc, Donc là, en c'est fin de compte, important. tu nous as fait un peu le descriptif d'un parcours classique si tu n'as pas trop les moyens. On peut commencer par du retail arbitrage, en arbitrage, ensuite donc l'achat-revente, et puis donc là, on va passer à private label. Private label, ouais, exactement. Et Euh, aussi EPL qui vient après, mais voilà, en fin de compte, j'ai voulu faire une chronologie par rapport aux finances parce qu'on a toujours dit que quand on veut bien commencer sur Amazon, il faut avoir 3 000 euros peut-être de côté pour bien commencer pour le stock. Maintenant, on dit même plutôt 5 000 parce que il faut faire les choses bien, quoi, on va dire, les marques et plein de choses. Et dedans, inclure peut-être aussi la formation, tant qu'à faire. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Se lancer sur Amazon, si tu fais, on va venir au private label tout de suite, mais si tu veux faire du private label sur Amazon, tu peux pas te lancer avec 500 euros, c'est pas possible.
C'est pas possible de se lancer avec une telle somme. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, hein, ça engage que moi, mais ça va être très difficile si tu veux, parce qu'il y a des frais quand même annexes, il faut acheter du stock. Si tu veux enregistrer ta marque, c'est rien, c'est 200 euros hein, direct. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué de se lancer avec une si petite somme. Maintenant, voilà, on peut y arriver avec 1000, 1500 euros. Ça reste un peu difficile, mais effectivement, les budgets que tu évoquais juste à l'instant, 3000 euros, ça me paraît tout à fait raisonnable pour se lancer dans ce type de business. Voilà, donc l'EPL, si tu veux, le private label, c'est assez simple hein, comme concept. Hein, c'est toujours trouver un produit qui existe déjà et y apposer ta marque, tout simplement. Tu vas pas y apporter de modifications, pas de plus-value, de différenciation. Tu vas trouver un produit, tu vas le sourcer sur Alibaba ou ailleurs et tu vas tout simplement le brander et puis apposer ta marque dessus avec un packaging si tu le souhaites. Mais voilà, le private label en cela, ça se résume à ça. Et quand tu Pas dis plus. poser ta marque, tu la déposes à l'INPI ou tu fais dans l'Opsolo? Parce que l'INPI, ça peut être un peu cher. Bah, l'INPI, c'est un peu cher, mais le but, c'est pas vraiment de protéger ta marque finalement, c'est plutôt de bénéficier de services supplémentaires sur Amazon que seules les marques enregistrées ont le droit. Donc là aussi, on peut en discuter, mais tout ce qui est quand tu vas enregistrer ta marque à l'INPI, si tu veux, tu vas pouvoir accéder au registre des marques Amazon, et là, ça t'ouvre des portes qui sont quand même assez importantes et vraiment différenciantes. Tu as le Content Plus qui est extrêmement important. C'est le fait d'avoir une description améliorée avec des photos sur ton listing. Tu vas également avoir accès au programme Vine, par exemple, qui est un programme permettant de te mettre en lien avec des testeurs de produits qui sont approuvés par Amazon et qui vont te permettre, en l'échange de quelques unités gratuites, d'obtenir des reviews assez rapidement sur ton listing. Donc là, ça, c'est toutes des choses que tu peux mettre en place avec le registre des marques Amazon et donc une marque enregistrée. Donc, Voilà. registre des marques Amazon, donc je vais reprendre parce que est-ce que ça a un lien avec l'INPI? Ouais, ça a forcément un lien parce que ta marque doit être enregistrée, que ce soit à l'INPI ou par exemple à l'EIPO pour une marque européenne. Et ta marque doit être forcément enregistrée pour qu'elle soit acceptée dans le registre des marques Amazon. D'accord. Voilà. Et donc, il faut automatiquement, donc, toi, tu penses aussi, donc, il faudra aussi donc prendre aussi le nom de domaine. Ouais, ah oui, dans l'idéal, c'est sûr. Si tu trouves une marque avec un nom de domaine en .com qui est libre, alors là, c'est le Graal. Il faut le parquer tout de suite, ton nom de domaine. Ça va te D'accord. coûter quoi? 10, 12 euros par an? C'est absolument rien. Il faut le prendre. Même si tu n'as pas l'intention d'ouvrir une boutique ou un site internet tout de suite, tu le réserves, tu le parques et puis tu le renouvelles tous les ans. Et puis un jour, tu en auras besoin, c'est clair. Et Rien que toi, pour créer. en général, tu fais l'ensemble, tu fais donc l'INPI et donc le registre, tu fais donc le nom de domaine. Est-ce que tu fais donc la chaîne YouTube, tu fais le site Pinterest, la page Facebook, enfin tout l'ensemble? Ouais, dans la mesure du possible, il faut tout sécuriser. Même si j'accorde un peu moins d'importance aux pseudos ou des réseaux sociaux, ouais, tu peux des fois, avec le nom de ta marque, s'il n'est pas disponible, tu peux rajouter FR derrière ou official, des choses comme ça. Et ça pose pas vraiment de problème. Mais le nom de domaine, c'est vraiment le plus important. Après, les pseudos sur les réseaux sociaux, les raccourcis, c'est pas vraiment une priorité, surtout que maintenant on est dans une saturation au niveau des noms qui rend très rare un peu les noms de marques comme ça qui sont disponibles de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les domaines en .com, quoi. D'accord. Donc après, donc on a créé la marque, on a fait le produit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment on continue pour se développer? Ben, la logique voudrait que tu te développes en EPL, et là, c'est encore une autre stratégie. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin que le private label. On va aller chercher de la différenciation, on va aller chercher de la plus-value pour vraiment produire un produit unique, proposer un produit unique qui va permettre vraiment de surpasser la concurrence et te démarquer des autres offres sur Amazon. Faut savoir que Amazon, c'est 30 millions de visiteurs uniques mensuels à peu près. C'est un marché qui est énorme. Donc, on peut le voir comme une opportunité vraiment extraordinaire. Ce qu'on voit moins aussi, c'est la concurrence qu'il y a derrière sur certaines niches qui est vraiment féroce. Il faut se démarquer, il faut surpasser la concurrence. Et la stratégie consiste à ne plus proposer un produit sur lequel, bon, je vais dire, je vais lancer ma marque et puis je vais mettre ma marque dessus. Ça, c'est terminé, hein, c'est en voie de disparition. Il faut aller encore plus loin que cette stratégie-là.
hein. Donc, proposer un produit unique avec de la différenciation, des accessoires, quelque chose qui est vraiment très travaillé pour vraiment prendre une longueur d'avance et proposer une offre unique sur Amazon. Et ça, c'est très, très important pour vraiment réussir et te développer sur ce type de business. Donc, quand tu dis un produit unique, c'est un produit en fin de compte de base que tu prends, que tu modifies. Ouais, on peut parler de bundle aussi. C'est quelque chose qui est assez similaire. C'est-à-dire que tu prends ton produit de base. Déjà, tu vas essayer sur le produit de base de corriger les imperfections, de corriger ce qui ne va pas chez le produit. Donc, d'où l'importance aussi de prendre en compte ce que les acheteurs pensent et ce que les acheteurs écrivent à propos de ton produit. Et ça, tu vas essayer de le corriger. C'est la première phase. Mais ensuite, tu vas encore un peu plus loin. C'est-à-dire que tu vas chercher des éléments de différenciation, de la plus-value sous forme d'accessoires, par exemple, des accessoires complémentaires qui vont te permettre de créer un bundle, une offre qui est carrément unique sur Amazon. Et là, vraiment, c'est le duo gagnant, private label, amélioration du produit pour corriger les lacunes et ajout d'une plus-value et de différenciation, soit avec des accessoires, soit avec des fonctionnalités supplémentaires sur ce que tu vas apporter sur le produit. Et Là, donc ça, tu le vois en relation avec ton fournisseur, c'est ça? C'est plutôt un fournisseur que tu es déjà en relation, tu fais ouais. déjà peut-être du private label et que tu demandes de modifier, ou c'est toi qui envoies les informations pour modifier? Ben, en fait, la première chose, c'est de bien connaître le marché, de connaître le produit et de se renseigner sur le produit, de voir quels sont ses points faibles, quels sont ses points forts. Parce que finalement, si tu corriges un point faible et que derrière, tu effaces un point fort sur ton produit, bah, ça sert pas à grand-chose. Donc vraiment, c'est prendre tous les points forts et essayer de corriger les points faibles. Ça, il faut faire une analyse, il faut faire des recherches sur le produit et voir ce que les gens attendent sur ça. Et derrière, effectivement, bah, soit tu peux passer par ton fabricant ou ton fournisseur, soit après, tu peux aussi multiplier les fournisseurs pour proposer un bundle. Et carrément, là, c'est la méthode ultime, c'est carrément créer des moules, créer un nouveau moule sur ton produit pour vraiment qu'il soit unique, proposer un design unique et puis le protéger aussi en enregistrant un modèle ou un dessin, tu vois. Et là, on va encore plus loin, c'est qu'on verrouille un peu toutes les portes pour éviter que des concurrents viennent se greffer sur ton offre ou carrément copient ton produit, quoi. Donc Là, tu parles de vrai business, quoi, parce que là, quand tu ouais, mais parles c'est de ouais, mode, oui, non, parce que moi, ça me fait penser à, bon, j'aime bien, t'as dû écouter, donc, Qui veut être mon associé, peut-être, ou voir, où je regarde souvent les émissions d'investisseurs. Donc là, c'est vraiment le truc parfait, parce que c'est vrai que comment dirais-je, tu sécurises ton business, parce que bah, t'as ce qu'on appelle un pattern. ouais, ouais. Comment on dit ça en France, tiens? Un patent, ah, un brevet, Un brevet. brevet, voilà, t'as un brevet, donc D'accord. là, ce que tu demandes, c'est de faire un brevet. Hmm. C'est quasiment Ouais, ça. pas forcément d'aller jusqu'au brevet. Le dessin enregistré, par exemple, c'est l'alternative au brevet et beaucoup moins cher, si tu veux, parce qu'un brevet, ça coûte une blinde. Voilà, C'est énorme. c'est ce Donc, qui m'inquiétait. Je me disais, ouais, tu parles de brevet, ouais, donc c'est plutôt un dessin enregistré. ouais, un dessin enregistré, déjà rien que ça t'offre une protection. Je sais que moi, je l'ai sur certains de mes produits parce que effectivement, il y a eu des moules de fabriqués et c'est carrément des produits qui sont créés, en tout cas, de A à Z. Et effectivement, avec un dessin, déjà, tu as une bonne protection vis-à-vis, même sur Amazon. Hein, tu peux chasser un peu ceux qui vont te copier. Et ça, c'est vraiment l'alternative économique au brevet. Ça va pas aussi loin, effectivement, mais c'est carrément une étape qui est à portée de tous. Et au niveau coût, c'est pas si important que ça, quoi. En termes Donc, de coût, c'est combien? écoute, il me semble que c'est dans les 600 € pour un dessin enregistré. Donc voilà, Ça- ça représente un budget. Hein, je dis pas le contraire, mais par rapport au brevet, c'est carrément la solution la plus économique, quoi. Non, mais C'est c'est pas clair. mal parce que c'est vrai que comme dans tous les business, on dit ça, c'est comment dirais-je, une porte, enfin, une porte en plus pour éviter d'avoir de la concurrence. Ouais, Quand tu fais du business et que tu as ouais. une difficulté à l'entrée, j'ai oublié Mm. comment le terme, ce qui fait que c'est pas tout le monde qui va aller mettre 600 €, donc c'est pas mal. Ouais, déjà, voilà, c'est de construire des barrières, essayer de construire un mur. Hein. Je parle pas de frontières entre les gens, mais je parle voilà, de sécuriser ton business. Et tu parlais de l'émission Qui veut être mon associé tout à l'heure. Euh, c'est la question qui se pose avant d'investir dans un projet, c'est de dire est-ce que vous allez être copié? Est-ce que vous allez pouvoir prendre suffisamment d'avance pour ne pas être copié et pour toujours avoir un peu d'avance sur la concurrence, tu vois? Mm. Et ça, c'est vraiment très important sur un business. C'est vraiment d'être toujours en avance par rapport aux concurrents, sinon tu peux vite te faire dépasser
et tu peux vite te retrouver un peu sous l'eau parce que tu as un concurrent qui arrive avec un produit qui l'aura peut-être un peu amélioré, qui sera un peu mieux que le tien, mais qui t'aura copié, qui sera vraiment inspiré de ton produit de base, quoi. Donc ça, c'est vraiment important de sécuriser ça. Même si ça coûte un peu d'argent, c'est hyper important parce que finalement, tu sécurises un peu tout ton business et puis tu assures un peu l'avenir de ton activité, quoi. Avant que je te parle un peu donc du marché US, parce que j'ai une question super importante dessus, Ouais. est-ce que tu as d'autres éléments à part le dessin enregistré qu'on peut utiliser pour se démarquer et pour être se sécuriser? Écoute, à part le dessin enregistré, bon, on avait évoqué la marque plus avant, mais ça, j'ai dit, c'est pas vraiment une question de protection, la marque. C'est plutôt une question d'accéder au registre des marques Amazon. Et après, il y a un élément qui est vraiment essentiel pour se démarquer, c'est de travailler le SEO de ton listing, de travailler les photos, de travailler la description, les bullet points, le titre. Et il y a aussi le PPC aussi qui rentre en ligne de compte, qui est très important. Mais je dirais que vraiment, PPC, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le trafic payant. ouais, Pay c'est per le click. trafic payant, ouais, Pay per click, exactement. ouais. C'est un Qui, peu qui marche, qui le. marche très bien sur Amazon, on n'en parle pas trop. En fin de compte, on parle toujours de Facebook, de Google et autres, mais de plus en plus, ça se développe et c'est pas mal, paraît-il. Ouais, c'est hyper efficace si on le maîtrise, parce que là, ça peut vite aussi te coûter très cher. Si tu n'arrives pas à optimiser tes campagnes, tu te dis, bon, je vais lancer une campagne et puis je la laisse fonctionner. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut l'optimiser, il faut la travailler pour éviter vraiment de dépenser dans des clics vraiment inutiles et de rogner sur tes marges. Et là, comme ceux qui font du AdWords, qui doivent vraiment optimiser leur campagne, faire des tests pour les perfectionner. C'est à peu près le même principe. Et si tu arrives à monter des campagnes optimisées, tu peux vraiment faire un carton sur Amazon et puis vraiment avoir des campagnes profitables, c'est très important. Et tu peux y arriver si vraiment tu travailles l'optimisation derrière. Donc ça, c'est important. Et après, voilà, comme je te disais, il y a le listing qui est hyper important aussi. Et là, c'est là où on touche un peu à la spécificité d'Amazon. C'est que c'est plus un site e-commerce. Amazon, c'est véritablement un moteur de recherche qu'il faut considérer comme un Google du e-commerce. Et c'est vraiment très important de travailler ton listing, de travailler ton copywriting, de travailler tes mots-clés pour vraiment être visible et puis ranker dans les résultats, quoi. Parce que moi, je lisais, enfin, on en a parlé un peu en off, et je crois que tu en as parlé un petit peu, mais je sais pas si c'était ça. On parlait donc de Amazon EBC, Oui, ouais. Brand Content, c'est ça? Tu peux mettre Oui, des c'est ça. vidéos, Ouais, Ouais. C'est lié au registre des marques, si tu veux. d'accord. Donc, si ta marque est enregistrée et que donc tu enregistres ta marque également au registre des marques Amazon, tu as accès au EBC, qui est le Content A+, maintenant on le nomme plutôt comme ça, qui là va te permettre de faire une description. Alors, c'est pas une description qui va être prise en compte, si tu veux, par l'algorithme d'Amazon. Donc, c'est pas là qu'il faut travailler le plus tes mots-clés sur ton listing. Quoique, en fait, ça va améliorer ton référencement sur Google. Et ça, c'est tout aussi important parce qu'il y a quand même en fait du trafic naturel qui vient de Google et qui est super important et qui peut te permettre aussi d'acquérir du trafic et puis des ventes via Amazon aussi. Donc, c'est important. Mais c'est vrai que le Content A+, le EBC, ça te permet vraiment d'avoir une description vraiment imagée avec des photos, du gras, de l'italique, tu vois, des sections un peu particulières. Tu peux avoir aussi des tableaux de comparaison entre différents produits. Et c'est vraiment au-dessus de la description basique qu'offre Amazon aux marques qui ne sont pas enregistrées, en fait. D'accord. Pour parler un peu, donc, comme je t'ai dit, du marché US, donc toi, tu as toujours travaillé que sur l'Europe ou tu as fait un peu l'US et les autres marchés? Ouais, non, j'ai démarré par la France. Après, je me suis développé en Europe et j'ai assez vite, dans la foulée, attaqué le marché américain, qui est absolument énorme, hein. C'est pas comparable avec l'Europe, mais qui est aussi beaucoup plus compliqué à pénétrer que le marché européen, parce que la concurrence vraiment est féroce là-bas et euh, le marché américain est vraiment très professionnalisé. Les vendeurs, ça rigole pas, ils sont vraiment au fait des dernières techniques, ils se forment, ils se renseignent et ils utilisent des outils également. Et là, on voit qu'on est dans une autre catégorie et que c'est beaucoup plus difficile de le pénétrer, mais si on y arrive, c'est aussi une opportunité qui est absolument énorme sur le marché américain, voire aussi le Canada aussi qui se développe un peu.
Donc voilà, le marché américain, c'est vraiment une opportunité, mais qui n'est pas forcément recommandée pour les débutants. Si je peux me permettre, il vaut mieux peut-être se faire la main sur le marché européen et puis particulièrement le marché français, et puis voir le marché américain comme vraiment un développement scalé progressivement, mais pas immédiatement en tout cas. Enfin, Oui, c'est donc mon, c'est, c'est en mon fait, avis. c'est un peu comme tous les business que moi je fais beaucoup d'affiliations et même dans le business classique, hein, de start-up et autres, on commence toujours par la France et l'Europe et puis ensuite on va aux US, que c'est vrai que c'est un marché qui est très mature et très gros et très concurrentiel. C'est vraiment pas des requins, mais bon, quasiment. Ouais. Voilà, le commerce, ils connaissent, donc faut pas trop arriver la fleur au fusil. Voilà, il faut y aller vraiment quand tu as les finances et que tu es sûr de toi. Tu sais ce que tu fais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il faut connaître son business, il faut connaître son marché, parce que, comme je te le disais, aux États-Unis, c'est vraiment des professionnels de la vente sur Amazon. C'est vraiment des vendeurs, voilà, qui se forment, qui sont vraiment au fait des dernières stratégies et qui font de l'optimisation aussi sur leur listing. C'est vraiment des professionnels. Et c'est vrai que, comme tu disais, la concurrence est féroce et c'est des requins, donc tu peux vite être noyé. Dans ce marché-là, ne pas forcément le comprendre et puis être un peu perdu. Donc c'est vraiment la suite logique, mais vraiment moi ce que je conseillerais, c'est d'abord se lancer sur la France, l'Europe, parce que déjà on connaît le marché européen, on connaît le marché français en particulier, et c'est beaucoup plus facile de débuter sur ces marchés-là quoi, que le marché américain. Donc, question qui va te paraître un peu bizarre, mais tu sais Ouais, qu'actuellement, on est en train de faire le sourcing avec mon frère. ouais, Et moi, dernièrement, j'ai été voir, parce que je parle anglais, donc j'ai été voir des vidéos assez récentes où des gens parlaient de listing, pas de listing, de sourcing et de produits. Et j'ai mmh, été voir trois, quatre grosses niches où des gens vraiment ont des gros sites, ils font avec deux, trois produits, ils font 3 à 5 millions et même plus. Et je lui ai dit, ben, va sourcer, va regarder pour moi. Donc, sur le marché US, il faisait un carton, il a vérifié les chiffres, hein, par produit, par un seul produit, il faisait environ 40 50 000 euros par mois. ouais, Mais ils sont pas en Europe. Donc, est-ce que c'est des choses, parce que, en plus, bon, on va pas rentrer dans la technique, mais ils ont beaucoup de commentaires, plus de 1000 commentaires. Donc, aux États-Unis, c'est même pas la peine de les toucher. Mais ouais. ils sont pas en Europe. Est-ce que donc, c'est pas des produits qu'on peut reprendre? Eh ben, écoute, si, dans certains cas, parce que les États-Unis sont toujours en avance sur l'Europe. Et souvent, pourquoi je dis ça, c'est qu'ils souvent, ils n'aiment pas venir en Europe. Enfin, des fois, ils y pensent. J'écoute beaucoup de podcasts sur Amazon. Les gens en parlent qu'il faut aller voir l'Europe, qu'il faut aller voir les autres pays qui s'ouvrent. Mais en fin de compte, ils sont tellement pas feignants. Leur marché leur suffit. Ils peuvent Ouais, faire des 7 8 chiffres facilement. À part certains gourmands que j'écoute qui font des 9 chiffres, qui ont même revendu, je ne sais pas si tu connais Ryan Moran de capitalisme.com, je crois. ouais, ouais, je connais. C'est leur machine. Enfin, certains gros vendeurs qui, voilà, eux, en général, touchent le monde. Mais certains, en fin de compte, ils sont bien aux États-Unis, ils ne veulent pas se prendre la tête, ils parlent encore américain, ils ne veulent pas se saouler à monter une équipe. Ils font leur business aux États-Unis, ils sont contents, ils sont pas à plaindre, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis regarde un peu le marché européen de haut, tu vois, en disant bon, c'est trop petit, ça me va pas, tu vois. Comme tu dis, ils sont fainéants, ça leur va. S'ils font 50 000 $ sur un seul produit euh, aux États-Unis, bah écoute, voilà, ils sont un peu fainéants. C'est bête de pas se lancer, de se développer en Europe, hein, à mon avis en tout cas. Après, comme tu dis, effectivement, ça peut être une bonne solution de sourcer aux États-Unis, enfin pas de sourcer, mais de rechercher les produits aux États-Unis pour voir un peu ce qui fonctionne et puis pourquoi pas y lancer en Europe. Après, c'est un pari qui peut être risqué parce que tu as des produits qui vont cartonner aux États-Unis et qui fonctionnent pas ou qui prennent pas en Europe ou en France. Donc là, c'est un peu un pari. Il faut vraiment prendre quelques précautions supplémentaires, sachant que voilà, il y a des produits même qui sont disponibles aux États-Unis qui n'arriveront jamais en Europe pour que ce soit des questions légales ou même des questions d'offres et de demande, tout simplement parce que c'est pas adapté au marché européen. Donc voilà, c'est une technique qui existe et qui peut être intéressante de voir ce qui se fait un peu aux États-Unis pour voir si des fois ils n'ont pas quelques mois d'avance et que ça ne va pas arriver sur Amazon en Europe ou en France dans les prochains mois. Mais des fois, ça peut être aussi des produits qui sont présents depuis des années et qui finalement en Europe ne fonctionnent pas. Tout dépend des niches, mais des fois, voilà, c'est pas forcément, on comprend pas forcément pourquoi. Mais le marché européen n'est pas ouvert à ces produits-là et n'est pas demandeur de ces produits. Donc, ça peut être une bonne technique, mais ça présente aussi un risque de le faire, quoi. Voilà. Parce que moi, je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que on est, enfin, même si on est des humains, voilà, ils ont un marché un peu à part, ils ont une façon de consommer un peu différente. Ouais. Aussi une question, pourquoi aussi je me suis dit, est-ce que des fois c'est pas risqué, c'est que comme ils ont la personne qui est pro en fin de compte aux États-Unis peut venir sur le marché en Europe et tout, ils ont plutôt une masse financière plus importante, on va dire, si tu es un débutant,
ils peuvent peut-être vite truster le marché et que toi, en fait, quand tu as commencé, tu as développé le marché pour eux et en fait, ils vont prendre le marché sur toi. Est-ce que c'est Ouais, c'est pas… possible, c'est sûr. S'ils arrivent avec des gros capitaux et puis qu'ils ont un gros budget pour lancer le produit, c'est sûr qu'ils ils peuvent vite ranker, ils peuvent vite te surpasser et puis t'inonder de leurs offres, quoi. Donc, c'est vrai que c'est à prendre en considération. Surtout aussi depuis l'internationalisation des offres, je vais y arriver, des reviews, je veux dire, où là, Amazon regroupe un peu tous les avis de tous les pays. Donc, quelqu'un avec un produit, un vendeur avec un produit qui a 1000 commentaires sur Amazon US, dès lors qu'il va lancer en fait son produit sur Amazon Europe ou Amazon France, bah, il partira déjà avec 1000 commentaires clients, tu vois. Donc là, ça peut être compliqué pour toi de rivaliser avec ce type de produit, même Ouais, si c'est pas tu impossible. parles de ce qu'il y a eu, je crois, il y a 1 ou 2 mois, et maintenant ils veulent regrouper un peu tous les marchés, c'est ça, les commentaires. Ben, en tout cas, il regroupe les commentaires de tous les marchés, ouais, c'est ça, c'est ça. Et avant, Donc, c'était pas tu possible. vois, il y a des produits qui sont passés de, je sais pas, d'une centaine de commentaires en France à des milliers du jour au lendemain parce que, évidemment, aux États-Unis, c'était des cartons et puis ils avaient des milliers de commentaires, tu vois. Donc, ils se sont retrouvés facilement du jour au lendemain, avec cet avantage concurrentiel sur des vendeurs qui se lancent et qui démarrent leur business. Voilà. Donc, ça peut être un problème vis-à-vis de ça aussi, tu vois, que ce soit les capitaux ou l'internationalisation des commentaires, ça peut être un souci, même si moi, d'après ce que j'ai vu, et j'en suis sûr maintenant, ça n'a aucune influence sur le ranking de ton produit. Donc, tu peux très bien ranker beaucoup mieux qu'un concurrent qui a 4000 commentaires clients sur Amazon, voilà, à partir du moment où c'est des commentaires qui sont regroupés. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le PL? Sur le PL, écoute, bah, j'avais peut-être oublié un petit point aussi parce qu'on parlait d'IBC, de Content à plus. Il y a aussi tout ce qui est vidéo sur les listings qui prend de l'ampleur aussi. Ça, c'est, c'est, euh, c'est un des avantages que t'offre le PL. Si tu as ta marque enregistrée également, c'est de pouvoir ajouter une vidéo à ton listing. Donc ça, voilà, c'était un petit aparté aussi C'est des là-dessus. vidéos de combien de temps? Bah après, Amazon recommande 30 secondes parce que tu vois, l'attention des acheteurs, elle est pas immense. Hein, donc, il faut la faire la plus courte possible. Mais tu peux aller jusqu'à 1 minute, 1 minute 30 si vraiment c'est une vidéo qui a du sens et qui est intéressante. Mais en général, voilà, il recommande pas plus de 30 secondes. Donc, voilà, ça peut aussi t'aider à convertir, à améliorer ton taux de conversion sur ton listing. Voilà, donc c'est pas vraiment de l'EPL, hein, mais ça se rattache un peu à ce qu'on parlait du Content à plus et de l'IBC. Et après, sur l'EPL, euh, moi, j'ai envie de dire, on a fait un peu le tour, mais il faut vraiment faire des recherches et vraiment comprendre ce que les gens attendent de ton produit pour vraiment personnaliser l'offre et vraiment répondre à toutes les objections, anticiper un peu toutes les critiques négatives qui pourraient être faites sur le produit pour les éviter tout simplement et pour satisfaire le plus grand nombre de tes acheteurs finalement. Ça, vraiment, c'est travailler sur le long terme. Et si ça peut paraître un peu difficile, un peu compliqué à mettre en place, faut se dire que c'est vraiment un avantage important et puis que tu pourras travailler pour le futur de ton business et puis surtout que ça t'aidera à surpasser un peu toute la concurrence et à vraiment pérenniser ton activité, ce qui est le plus important sur Amazon, quoi. Je vais te poser une question qui va te paraître un peu bizarre. Parce qu'en fait, j'ai un épisode sur le financement participatif qui va arriver juste après toi, je pense. Ouais, Et quand moi, l'année dernière, j'ai voulu faire deux lancements et c'est très compliqué. Et j'en ouais. parlais avec Adrien, qui est un expert. Donc, pour ceux qui suivent, bah, c'est le prochain épisode, logiquement, ou celui d'après. Est-ce que donc, toi, tu penses qu'on va faire du private label ou du EPL en faisant en fonction du financement participatif KissKissBankBank ou Ulu, enfin, n'importe quoi, et pour tester, parce qu'en général, si en fin de compte, tu vas autofinancer en fin de compte ton produit par un Mhm. lancement avec une communauté, si possible, sur les plateformes de financement participatif, donc tu auras en plus l'argent d'avance. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est viable, qui peut se faire? Je sais que ça s'est déjà fait, mais bon, je suis pas un spécialiste, donc je sais pas si toi tu connais un peu. Ouais, ça se fait déjà, ça se fait déjà. Après, ce qui est difficile sur le financement participatif, c'est de créer le buzz un peu, de créer Ouais. cette dynamique sur ton produit. Et on le voit, hein, les produits de toute façon qui cartonnent euh, sur les financements participatifs, c'est vraiment les produits qui sont innovants, qui vraiment apportent quelque chose de nouveau. Donc là, je dirais que l'EPL, c'est peut-être même pas assez suffisant
pour vraiment cartonner sur ce genre de campagne-là. Mais c'est possible, c'est des stratégies qui existent. Et comme tu disais, ça peut financer un peu ton projet, te construire une base de données d'acheteurs potentiels et de clients. Mais voilà, il faut vraiment arriver vraiment avec quelque chose de solide pour vraiment créer le buzz autour de ça et que ton offre, enfin que ton lancement soit un succès sur ce genre de site, quoi. Il Donc faut vraiment un voilà. produit original et innovant. Ouais, bah, de toute façon, il suffit de voir, aller jeter un coup d'œil à ces sites-là, et puis tu vois très bien que c'est pas des choses qu'on a déjà vues, c'est vraiment des choses qui sont quasiment dans l'innovation, hein, et qui créent le buzz. Donc voilà, il faut vraiment avoir l'idée en plus qui va te permettre de réussir ta campagne. Mais c'est tout à fait possible. Après, je dis pas en faisant du PL ou de l'EPL que tu y arriveras forcément, à moins vraiment de répondre à une problématique et de créer un buzz autour de ça, quoi. D'accord. Dernière question, donc plutôt sur les deux, hein, PL et EPL, parce que j'écoute souvent, je te dis, les podcasts anglo-saxons, il y en a qui te font un peu rêver. Donc peut-être que tu vas nous remettre sur terre par rapport à la France. Est-ce que donc parce que je sais qu'il y en a qui font des business sur ça aux États-Unis, où ils parlent plutôt donc des exits à 7 à 8 chiffres, où ils créent en fin de compte des private labels et plutôt des EPL, et qui les revendent après 2 3 ans, et ils font que ça en fin de compte. Ouais. Est-ce que toi, t'as déjà revendu? Est-ce que c'est qu'on fait bien en Europe? Est-ce que c'est... Ouais, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas encore revendu une marque, je t'avouerai, parce que pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs. Mais effectivement, c'est l'avantage. Et là aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par rapport au retail arbitrage, l'online arbitrage ou même l'achat-revente, c'est qu'en créant une marque, tu vas créer des actifs de marque, tu vas créer de la valeur. Et ça, si tu veux le revendre plus tard, c'est vraiment très, très important, parce que derrière, ton business, il vaut beaucoup plus cher, il est beaucoup plus intéressant et il attire beaucoup plus les acheteurs. Et, Donc, et surtout que je moi te couper, parce que j'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait un podcast dessus il y a 1 mois et demi. Donc on parlait plus en fin de compte d'achat de sites plutôt lifestyle, les sites qui font 300, 5000, 500 000 et autres. Mais pourquoi en fin de compte Ryan Moran et d'autres qui parlent de ça, c'est que souvent ils disent que les grandes marques, quand tu commences vraiment à scaler, à faire des 2-3 millions avec 2-3 produits ou un produit, ça les intéresse. Elles disent voilà, tu as prouvé le concept, tu as prouvé le produit, tu as créé un produit enfin, un peu de niche, tu as un peu modifié un produit. Et après, je sais pas si le marché existe en France. Et je sais que des grands groupes qui n'ont pas envie de se souiller à développer un produit, à faire un truc, ben, ils te rachètent ta boîte. Parce que tu as vraiment une vraie boîte, comme tu dis, par rapport à l'arbitrage et autres. Là, tu as vraiment créé quelque chose de concret. Tu as du track record pendant 1 an. Ben, automatiquement, ben, tu as un vrai business. Et les grosses boîtes viennent, enfin, les grosses boîtes. Les grosses PME et ETI viennent te racheter ta boîte. ouais, moi, on m'a déjà approché, hein, pour investir ou racheter effectivement le business. C'est pas dans mes objectifs pour le moment, mais effectivement, si, ça existe, hein. D'accord. Des grosses boîtes qui rachètent un peu même, tu vois, je sais pas, je vais prendre un exemple, mais Decathlon qui rachètent des petites PME parce qu'elles sont innovantes, etc. Elles ont créé des nouveaux produits. Et elles veulent tout de suite mettre la main dessus, effectivement, pour attraper l'innovation qui va avec, les brevets, etc. Et la marque et tout ça. Donc, effectivement, ça existe, hein. Ça, c'est un business à part entière. Et en créant cette marque et vraiment en créant une marque forte sur Amazon, ou que ce soit même sur Amazon ou dans les sites e-commerce, etc., tu peux arriver à donner de la valeur à ton activité et à la faire racheter par d'autres boîtes. Donc, à la revente, ça a vraiment beaucoup plus de valeur que d'autres activités un peu plus classiques, on va dire. D'accord. Ben, Quentin, grand merci. Avant de finir, donc, je vais te poser les 5 questions que je pose à tous les entrepreneurs. Donc, je vais rappeler en fin de compte, en conclusion, donc tes formations et tes liens. Donc, on peut aller sur Amazon Academy, c'est ça, .fr? Ouais, amzacademy.fr, ouais. D'accord. Donc, ça, je vais le mettre dans le show note pour ceux qui sont intéressés. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement, Quentin? Écoute, j'ai des projets, toujours en lien avec Amazon. Ouais. Le but, tu vois, on parlait beaucoup du marché américain. Le but, c'est un peu de rattraper le retard avec le marché américain sur ce point-là, c'est-à-dire professionnaliser un peu le business en France et en Europe. Et voilà, il y a des projets qui sont en cours là-dessus, pour vraiment un peu se détacher de tout ce qui se fait aux États-Unis, et puis de prendre un peu notre indépendance à nous, les Européens, par rapport au marché américain. Et voilà, il y a quelques projets autour de ça qui sont dans les tuyaux. Et c'est un peu le but aussi de la formation, c'est de pouvoir financer ces projets-là et pouvoir créer une communauté de vendeurs qui peuvent performer et qui peuvent aussi échanger sur ces choses-là.
Donc voilà, ça reste toujours dans la vente sur Amazon, mais voilà, on va dire que ça tourne autour. C'est plus vraiment dans le cœur du e-commerce sur Amazon, mais voilà, c'est des services et des outils à plus forte valeur ajoutée encore. D'accord. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ouais, bah, écoute, j'ai bien envie de te dire celle-ci, là, maintenant. Enfin, la partie formation de mon activité, c'est assez récent, en fait, finalement. Et du coup, je m'éclate assez bien dans cette activité-là. Je rencontre des gens vraiment formidables et puis des gens motivés, tu vois, que j'ai vraiment envie d'aider à se lancer et puis vraiment à créer leur activité. Donc, je dirais que pour l'instant, vraiment, je m'éclate dans ce domaine-là. Je garde toujours, bien sûr, mes activités sur Amazon, mes business sur Amazon. Mais c'est vrai que pour le moment, la partie formation me plaît bien, quoi. D'accord. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le premier levier, je dirais le courage, la confiance en soi. Ça, c'est le plus important. Mhm. Il faut pas manquer de confiance en soi parce que beaucoup vous diront que voilà, ils vous regarderont de haut, vous diront ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner, c'est que des cas exceptionnels. Faut toujours avoir confiance en ses projets, tout en gardant les pieds sur terre évidemment, mais faut toujours se faire confiance et ça c'est vraiment le plus important parce que sinon, si vous n'avez pas confiance en vous, derrière rien ne fonctionnera, ça sera très compliqué de réussir. Donc voilà, c'est plutôt le courage et la confiance en soi. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Et si tu n'as pas de livre, tu peux me donner un podcast ou enfin une chaîne, enfin, je ne sais pas quoi. Ouais. Alors je t'avoue, ouais, je suis pas un grand lecteur. C'est peut-être un de mes défauts. Mais après, je sais que voilà, moi je regarde beaucoup tout ce qui est. Je me forme beaucoup déjà, donc ça c'est important et surtout tout ce qui est présent aux États-Unis. Donc là, je m'inspire beaucoup de tout ça. Je regarde également les conférences. Je participe à des conférences plutôt sur la vente sur Amazon, tu vois, avec des professionnels pour faire un peu de réseautage et pour apprendre les uns des autres. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de podcast ou de chaîne YouTube que je suis particulièrement. J'essaye voilà, de m'intéresser un peu à tous les sujets et un peu à tout le monde pour pouvoir prendre le meilleur de tout le monde finalement. D'accord. Donc, dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah oui, il y a une compétence que je rêverais d'avoir, c'est développeur, maîtriser les codes, tout ce qui est PHP, etc., qui me permettrait de faire des choses absolument énormes parce que les idées ne manquent pas. Par contre, c'est le talent dans le développement web qui manque vraiment. Et voilà, c'est vraiment une des compétences que je kifferais avoir, quoi. Ça Bah, serait énorme. soit on me le dit souvent sur le podcast, et puis moi je me suis dit j'ai acheté un ordinateur à mon fiston là, et puis je vais le mettre au. Mais Il ouais, va c'est avoir 9 ans, carrément. mais ouais, je me suis dit ce qui paraît, on peut apprendre très tôt le code et c'est bien. Ouais, Donc, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment, ça offre ça t'ouvre des portes qui sont absolument incroyables. Et ça, vraiment, c'est mon grand regret, peut-être, c'est de ne pas avoir appris ça et de ne pas m'être initié à ça. Mais bon, voilà, c'est peut-être encore le moment de rectifier le tir, mais c'est vrai que c'est une compétence que j'aimerais avoir, quoi. d'accord. Bon, ben Quentin, grand merci. Bah, merci à toi pour l'invitation et puis bah, c'était un plaisir. C'est moi. Je te dis à bientôt. Merci, ciao. Merci. Ciao. C'est fini pour l'épisode 82, donc merci à Quentin donc, de nous avoir donné toutes ces bonnes informations. Donc, j'espère que tu es motivé à te lancer donc, sur Amazon, que ce soit donc, en arbitrage, enfin toutes les techniques qu'il t'a expliquées, où je te mettrai aussi le lien vers ces vidéos et vers les vidéos que j'ai faites donc, sur l'arbitrage et les autres business sur Amazon. Mais comme tu l'as compris, si tu veux vraiment créer un vrai business que tu peux même revendre ou que tu peux donc vivre très longtemps avec, en étant tranquille en ayant ton propre produit ou tes propres produits, c'est donc le Private Label ou le PL, donc en onset Private Label, avec mon super accent anglais. Donc n'hésite pas à commenter et à partager, à donc mettre un petit pouce, donc à mettre un commentaire aussi, parce que donc c'est ce qui va aider le podcast à devenir meilleur. Et comme je te l'ai indiqué, donc le prochain épisode, logiquement, on va parler donc de financement participatif, donc ça peut aussi t'aider si tu veux donc financer ta création de société ou si tu as une activité mais tu as du mal à te faire financer, surtout actuellement ça peut être assez compliqué. Donc on va parler donc de financement participatif et de royalty. Donc je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.